Depuis une vingtaine d'années, avec une grande hypocrisie, on prétend simplifier le Code du travail à coup de lois successives. Et c'est encore d'actualité en ce moment. Et à chaque fois, le Code du travail va prendre 50, 60 pages de plus. Ça, c'est les lois Macron-Rebsamen de l'année dernière. Donc à chaque fois, il enfle. 2 ans de simplification à l'époque du gouvernement Villepin, entre 2003 et 2005, ont fait que le code d'Allos de base est passé de 2000 à 2200 pages, soit 2 ans de simplification égale 10% d'augmentation du Code du travail. Il était à 2200 pages en 2005, aujourd'hui il est à 3500 pages. Ce qui est ajouté, c'est des règles de simplification qui sont en réalité des dérogations multiples aux règles de base, et ces dérogations évidemment prennent énormément de place. Et puis si on prend le droit du travail par matière, on se rend compte que par exemple sur le contrat de travail, jusqu'en 1979 n'existe que le contrat à durée indéterminée, c'est le seul. Et à partir du début des années 80, vont naître tout doucement tout un tas de contrats de type particulier. On en est à 24 aujourd'hui, 24 contrats de type particulier, dont les fameux CDD, contrats à durée déterminée. C'est la même chose sur le recours aux travailleurs handicapés. C'est la même chose sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On en est à 5 réglementations qui sont toujours toutes dans le droit du travail. Et évidemment, pendant ce temps-là, le Code du travail s'alourdit, devient moins compréhensible. Mais faut à qui ? Faut aux législateurs, faut aux politiques qui n'arrêtent pas de dire, de prendre ces textes. C'est pas les fonctionnaires qui sont chargés d'appliquer les textes qui décident des textes. C'est eux qui prennent ces textes, et c'est les mêmes qui disent que c'est trop gros, trop compliqué, et c'est leur œuvre. En fait, je crois que cet argument de la simplification, oui, enfin, je crois pas, j'en suis persuadé, c'est un leurre. C'est un leurre sémantique, c'est une arnaque. Il ne s'agit pas de simplifier, il s'agit de réduire les droits des salariés. Et lorsque ces droits sont réduits, alors là, d'un seul coup, le Code du travail gigantesque, démesuré, obèse, etc., ne pose plus problème. Là, ça va. La loi Macron, c'était quand même 300 articles. C'est énorme. La loi Fillon de mai 2004, c'était la loi très importante par rapport au débat actuel, qui a très fortement accéléré l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que à partir de cette loi, les accords d'entreprise prévalaient sur les accords de branche. Eh bien, cette loi Fillon, prise par cette droite qui aujourd'hui s'insurge contre cette obésité du Code du travail, eh bien, après cette loi, dans les 3 mois qui ont suivi, il y a eu 25 ordonnances de prise et 17 lois. Et il y en a une autre des arnaques, je pense, c'est de prétendre que faire baisser le niveau de protection sociale des salariés, ça va forcément faire baisser le chômage. Alors toutes les études qui ont été faites sur cette question-là démontrent que c'est faux, qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux. Mais ça fait partie des arnaques répétées à l'envi. S'il fallait écrire un code du travail simple, on serait capable, je pense, nous, de le faire. Un code simple avec une règle. La durée du travail est de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Une règle simple, une sanction. On peut dire la durée du travail reste à 35 heures par semaine. Et si on commence à dire 3 lignes, si on commence à dire ah ben oui, mais si par accord d'entreprise on peut dire que la durée du travail on la calculera pas à la semaine mais à l'année, voire maintenant, c'est ce que dit le projet El Khomri sur plusieurs années. Si on commence à dire comment on va calculer les heures sup dans ce cas-là, quelles heures compense quelles autres, et comment on va payer, est-ce que si c'est 25%, mais c'est peut-être 25% dit la règle, mais peut-être que par accord on peut baisser à 10%, on imagine assez facilement comment on peut faire grossir le Code du travail en volume et comment on peut rendre l'intelligibilité de la règle beaucoup plus ardue, quoi. L'autre difficulté, du coup, c'est qu'avec ces négociations par entreprise, c'est un droit du travail par entreprise, et pire, un droit du travail par établissement d'une même entreprise. Donc évidemment, si demain on était dans cette situation-là, ce que propose le projet de loi El Khomri, si demain on était dans cette situation-là, un droit du travail par entreprise, imaginez que le droit du travail ne serait ni plus simple, ni moins gros, ni moins compliqué. Ce serait le contraire. Le droit du travail, ça a été créé aussi pour réguler la concurrence.
qu'on le veuille ou non, c'est dans le même secteur d'activité, chez les coiffeurs, on sera au même taux horaire, on sera au même nombre d'heures par semaine, etc., etc. Et là, on vous invite, vous, chaque patron, à avoir des syndicalistes à la pogne, de telle façon que vous puissiez encore mieux concurrencer, c'est-à-dire battre vos concurrents qui sont dans la même activité. Et c'est ça, demain, le droit du travail, si on n'y prend pas garde. Alors comme dit Suppiot, c'est une phrase qu'il a écrite il n'y a pas longtemps et qui m'a marqué, vivre en société, ce que la loi organise, c'est vivre en société. Vivre en société, c'est pas vivre les uns à côté des autres, c'est ce que nous promettent les accords d'entreprise. Chacune sa loi, chacune les unes à côté des autres. C'est pas ça à vivre en société. Et la loi, elle organise bien le fonctionnement de la vie en société. Les premières lois, elles ont consisté à limiter le travail des enfants, le travail de nuit des femmes. Le but était double, c'était des droits chèrement acquis, mais c'était aussi l'intérêt des classes dominantes que les femmes puissent élever les enfants qui seraient des futurs bons ouvriers ou des futurs bons soldats. Il y avait les deux aspects. Et si à un moment donné, il y a eu des lois du travail spécifique au milieu du 19e, c'est parce qu'on reconnaissait qu'un salarié et un employeur, ça n'était pas deux particuliers dans une relation de pure égalité, qu'il y en avait bien un qui était en situation de dépendance et de subordination par rapport à l'autre. Et être subordonné en français, ça veut dire quelque chose. Hein. On avait fait même des écrits là-dessus en disant que le salarié, les règles qui s'imposent aux salariés sont plus dures que ce qu'on trouve dans un règlement scolaire. Hein. Il ne peut pas s'habiller comme il veut. Il vient à l'heure qu'on lui dit. Il part en congé quand on lui dit. Si on lui demande de venir faire des heures sup, il vient. Si on lui modifie ses horaires du jour pour le lendemain, il fait ce qu'on lui demande. Donc il est en situation de subordination. Or, aujourd'hui, la subordination juridique, elle est quand même cadrée par le Code du travail, justement. C'est-à-dire qu'il y a des limites à cette subordination juridique. Il y a des droits pour le salarié, il y a des obligations pour l'employeur. Elle est cadrée et elle ne peut pas non plus s'étendre indéfiniment. Et sinon, il y a des sanctions. Eh bien, la subordination économique, par contre, offrirait beaucoup plus de marge de manœuvre aux employeurs. C'est l'ubérisation actuelle, c'est l'essaimage, c'est les pseudo-indépendants. Enfin, il y a tout un développement comme ça de pseudo-petits patrons qui sont en fait des gens, et même les petites entreprises, qui sont pieds et poings liés par rapport aux donneurs d'ordre. C'est extrêmement fréquent. C'est des relations aussi de subordination qui sont féroces. Mais c'est de la subordination économique. Et ça, c'est peut-être ce qu'une grande partie de la classe politique souhaite, c'est remplacer la subordination juridique par la subordination économique. Et donc, attaquer le Code du travail, c'est aussi attaquer la condition salariale, qui est quand même, encore aujourd'hui, relativement protectrice. On dit que justement le Code du travail, c'est un code qui est évolutif. Donc, évolutif, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que depuis qu'il a été créé, il tient compte de toutes les nouveautés et il s'est quand même adapté et il évolue en fonction des avancées technologiques, des risques découverts, etc., etc. C'est ça aussi, pour une partie, qui fait que le code, il a suivi le monde et l'évolution de la société, et la société industrielle. Introduction de nouvelles technologies, c'est prévu dans le Code du travail. C'est même prévu comme un motif économique dans certains cas. C'est prévu comme un motif de recours donné au comité d'entreprise pour désigner un expert. Le travail sur écran, il est prévu dans le Code du travail. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont entrées dans le Code du travail aussi. Tous les dispositifs d'aménagement du temps de travail, c'était bien pour ceux qui en sont friands, c'était bien pour dire on n'est plus dans une situation où les ouvriers rentrent tous en même temps, à la même heure au coup de sifflet, et ils sortent tous dans les mêmes conditions. On est sur des organisations d'horaires où je crois qu'aujourd'hui, il y a 2/3 des salariés, 2/3 qui travaillent selon des horaires dits atypiques, c'est-à-dire le soir, la nuit, le week-end. Il me semble aussi que jusqu'à une certaine période,
le monde du travail a profité, et on a fait profiter de l'avancée des technologies pour faire en sorte que, effectivement, les ouvriers travaillent de façon moins dure, etc. Mais qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la technologie se retourne contre les salariés. Et d'ailleurs, je pense que c'est au nom de cette technologie que certains prétendent que le Code du travail n'est plus adapté à la nature du travail. Je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Si on prend le cas d'Uber, par exemple, c'est pas parce que le moyen utilisé pour distribuer le travail change et qui devient technologique, puisque c'est une plateforme Internet, que ça change la nature du travail, que ça change les conditions de travail. La grande habileté, c'est de nous présenter comme moderne, ce qui est en fait le retour à un ordre très ancien, qui est l'ordre d'avant le Code du travail, qui est l'ordre d'avant le droit du travail même, c'est-à-dire laissez faire, laissez aller, pas de règles, enrichissez-vous. Et alors que normalement le progrès technique doit aboutir, doit donc s'allier au progrès social, normalement les conditions de travail devraient être meilleures. En fait, et le progrès technique doit libérer l'homme de la partie la plus contraignante du travail. En fait, à aujourd'hui, le progrès technique, il libère totalement certains hommes du travail en les jetant au chômage, et il asservit les autres avec des rythmes de travail qui deviennent complètement absurdes et surtout complètement rétrogrades. Et on nous fait croire que travailler plus longtemps dans la journée, que travailler plus longtemps dans la vie, que travailler plus longtemps dans la semaine, dans l'année, etc., c'est un progrès. On se moque complètement de nous.